Voilà. Alors, on va regarder aujourd'hui, en tout cas on va commencer par regarder l'engendrement du groupe orthogonal ON par des réflexions forcément orthogonales. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une réflexion orthogonale? Donc une réflexion orthogonale, S, c'est un endomorphisme de l'espace vectoriel E, euclidien, tel que il existe une base orthonormée, qu'on va appeler E surligné, et avec une matrice dans laquelle S s'écrit sous forme d'une matrice, et cette matrice est de la forme 1, 1, 1, il y a n-1, 1, et ici 1, 1. Voilà, il faut qu'il existe une base orthonormée comme ça. Alors, c'est un peu pragmatique, on y gagne en efficacité avec cette écriture matricielle, on y perd un peu en canonicité, mais on aurait pu le dire avec des multiplicités géométriques. 1 est de multiplicité géométrique n-1, et -1 est de multiplicité géométrique 1. Et dans une base orthonormée, évidemment, ça c'est le côté orthogonal. Voilà. Donc ce qu'on va voir, c'est que donc le théorème qu'on va voir, c'est que si on va donner soit f dans ON, donc ça c'est le groupe des endomorphismes de l'espace vectoriel euclidien E qui laisse stable la forme euclidienne, eh bien si f est dans O de n, alors f peut se décomposer en symétrie orthogonale, c'est de l'engendrement. Voilà, alors on va essayer tout de suite de commencer par, alors grand N, alors bien sûr grand N on peut trouver des majorants, pour l'instant on pourra en parler après, mais pour l'instant je dis rien sur grand N, mais en tout cas pour l'instant on peut le distinguer de petit n. Ici, ce qu'on va essayer de rappeler, des petites choses préliminaires pour la preuve, qui est quand même une preuve simple. D'abord, l'idée clé de la preuve, et ça, c'est une idée très classique dans les engendrements, que ce soit dans le groupe symétrique, ou, parce qu'on a aussi des problèmes d'engendrement dans le groupe symétrique. L'idée clé, c'est la suivante, c'est d'essayer de l'ajout d'un variant. Vous allez voir. Voilà. C'est-à-dire que à chaque fois, on va partir de f, et en composant par une réflexion orthogonale, on va ajouter des invariants. Et on va ajouter finalement tellement d'invariants qu'à la fin, eh ben, forcément, on aura l'identité. Et quand on aura l'identité, parce que tout sera invariant, à force, eh ben, on va avoir cette égalité-là en rapatriant, en quelque sorte, les réflexions orthogonales de l'autre côté. Voilà, donc ça, il faut bien penser à cette idée clé qui est très générale en mathématiques. Alors maintenant, il va falloir rappeler, donc c'est des rappels, il y a deux rappels importants. Le rappel 1, qui est assez connu, donc on a une forme ici, donc ici vous avez si f est dans ON, et grand F stable par petit f. Bon, je mets une inclusion parce que c'est ça stable, mais en fait on a une égalité parce que f est inversible. Alors, f stabilise aussi l'orthogonale.
Alors, d'où ça vient, hein, ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est direct. Donc, si je note comme ça la forme, eh ben, le fait que f soit dans f orthogonal, ça va faire que f de x, y est égal à x f-1 de y. Et du coup, si grand F est stabilisé par petit f, ben, grand F est stabilisé par f-1, et c'est très facile à démontrer. Bon, de toute façon, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Alors voici le second rappel. Alors le second rappel, c'est que on va supposer x, y dans E. On va supposer x distinct de y. Et on va supposer qu'ils ont même norme. Là, c'est la norme au carré. Pour la norme euclidienne. D'accord. Alors, on définit S dans L de E par S de W est égal à W moins 2 U W sur U fois U, où U est égal à X moins Y, et S, donc on voit bien que c'est bien défini, hein, U est non nul, hein, d'accord, donc ça c'est non nul, on n'a pas divisé par 0. Ici c'est bien linéaire, hein, regardez, ici c'est linéaire en W, c'est linéaire en W, donc c'est bien quelque chose de linéaire. Mais ce qui est vrai, c'est alors S est une réflexion orthogonale et qui envoie X en Y. Et comme c'est une réflexion, eh ben, ça va envoyer S2 est égal à l'identité, et donc on va avoir S de Y qui va être égal à X. Alors ça, le mieux, c'est, attention, je vais faire un dessin. Donc un dessin, c'est-à-dire qu'on va prendre X ici, qui est distinct de Y et qui a même norme. D'accord ? On voit que U, ça va être X moins Y. Donc, on va avoir un truc comme ceci. Alors normalement, s'ils ont même norme, ici on a ça. On voit que effectivement, cette symétrie, c'est la symétrie, ben là, ça va être la réflexion qui va envoyer effectivement X en Y, puisque c'est la réflexion de droite U. Bon, alors ça on peut le voir, mais on est peut-être plus rassuré par les calculs. Hein. Quand on veut une réflexion, hein, c'est une formule très générale des réflexions, le UW sur UU fois U, c'est la projection de X sur U, vous voyez, et on le fait 2 fois, et on soustrait pour aller vers, voilà, pour aller de X vers Y. Ok, attendez, excusez-moi, soustrait pour faire comme ça, parce que c'est X moins Y, donc on part de Y pour aller vers X. Voilà. Je vais mettre les flèches clairement, comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ben, c'est ce qu'on appelle l'identité du losange, hein, c'est-à-dire que quand on va écrire X plus Y et X moins Y, quand on va prendre le produit scalaire, bah, ça fait XX moins YY, c'est une identité remarquable, et ça va faire 0 parce qu'ils ont même norme, donc ça c'est une propriété du losange que tout le monde connaît. Et ce qui va donner
d'abord, bon, que S de, quand on va regarder sur X, quand on va faire 2UX sur UU, ben, ça va faire UX plus UX sur UU. Mais là, d'après cette égalité, UX, U c'est X moins Y, donc c'est ça moins Y, donc ici c'est égal à U2, j'oublie le 2, non, non, puisque je l'ai pris ici, donc ici ça va faire UX moins UY sur UU, et là ça fait UU par linéarité, UU, et ça va faire 1. D'accord? Donc, vous voyez tout de suite, étant donné que ça va faire 1 quand on va remplacer W par X, que S de X va être égal à X moins U, c'est-à-dire X moins Y, et ça va nous faire Y. Alors maintenant, bah, pourquoi c'est une symétrie orthogonale? Bah, bon, ça c'est l'essentiel, hein, et on vérifie. Par exemple que S, donc S sur l'orthogonale de U, c'est l'identité de l'orthogonale de U. Voilà, donc ça c'est évident, hein, puisque ça va être l'identité, puisque c'est sur W, il appartient à l'orthogonale de U, donc ça va simplifier. Et S restreint à RU, ben, c'est moins l'identité de RU. Ben oui, c'est évident aussi, parce que ici, on va avoir moins 2UU. Donc ici, ça va s'éliminer, ça va faire U moins 2U, ça va faire moins U. Donc, on appellera ça tout à l'heure R1 et R2. On va donc regarder cette preuve, et pour ça, on va montrer que si sigma est dans ON, alors il existe une réflexion orthogonale S telle que les invariants de sigma sont strictement inclus dans les invariants de S rond sigma. Alors évidemment, il faut que sigma soit différent de l'identité. Quand on est arrivé à l'identité, c'est que c'est terminé. Hein, et ici, c'est de l'ajout d'invariants. Vous voyez qu'on progresse dans les invariants. Alors pour les invariants, vous pouvez dire que c'est le sous-espace propre pour la valeur propre 1. D'accord? Si vous voulez, c'est ça les invariants, hein, c'est ceux qui ne varient pas sous sigma. Et là, c'est plus grand. Alors, en effet, si on arrive à montrer ça, alors vous partez de F. Si F, alors supposons que ça soit vrai, hein, alors vous partez de F. F, si c'est l'identité, alors c'est terminé, il est engendré par 0 réflexion. Sinon, on va mettre un S1 tel que l'invariant est plus grand. Comme c'est un espace vectoriel, l'invariant de S1 rond F, c'est un espace vectoriel de dimension plus grande. Donc ça ne va pas pouvoir, on est en dimension finie, ça va être obligé de s'arrêter. Après on va avoir S2, etc. Jusqu'à un Sn. Et ici, ça va être égal à l'identité, puisqu'après on aura le sous-espace invariant qui va être maximal, puisqu'on aura atteint l'identité. Et donc ici, on passe de l'autre côté. Comme c'est des réflexions, c'est involutif. Et ça va faire S1 jusqu'à Sn. Voilà, on aura montré. Donc il suffit de montrer ici ceci. Donc si sigma
est différent de l'identité, donc ça veut dire qu'il existe x tel que sigma de x est différent de x. Et forcément, puisqu'il est différent de x, eh ben, bon, il est non nul. On va poser y égale sigma de x. Comme sigma est dans O de n, ben, ils ont même norme. Et x moins y est non nul. On va pouvoir construire donc la réflexion par R2, ce qu'on a appelé R2. On va pouvoir construire la réflexion S rond sigma. Alors, on va montrer donc que les invariants de sigma, c'est inclus dans le R x moins y orthogonal. Alors pour ça, ben, ça vient du fait que quand on va prendre z qui est invariant par sigma, quand on va écrire x, z, comme sigma est orthogonal, ça va faire sigma de x, sigma de z, donc ça va faire y, z, et donc on voit bien que z est orthogonal à x moins y. Ça veut dire que finalement, puisque S c'est l'identité là-dessus, et sigma c'est l'identité là-dessus, et que ça c'est là-dedans, donc ça va donner que S rond. Voilà. Les invariants de sigma sont inclus dans les invariants de S rond sigma. D'accord? Puisque ici, tout invariant ici va être aussi invariant forcément par sigma et par S d'après ça, donc par S rond sigma. Et le fait que ce soit strict maintenant, c'est juste le fait que ici, X n'appartient pas à lui, et pourtant X appartient à lui. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on croise les doigts. S rond sigma de x, c'est égal à S de sigma de x, mais ça c'est y, et S de y, encore une fois d'après R2, ça fait x. Voilà, et donc on a montré exactement ce que l'on voulait. Voilà, donc on a montré que le groupe ON est engendré par des réflexions. On va avoir un résultat analogue. On regarde un groupe qui approche ON, qui est un peu plus simple, entre guillemets, mais c'est pas que entre guillemets, on le verra tout à l'heure, un peu plus simple que ON. C'est le groupe SON. C'est un petit peu ce que le sous-groupe alterné est au groupe symétrique. Voilà. Un groupe d'approche, on va dire, un groupe un peu plus facile à comprendre, qui approche le groupe important. Et ici, on a SON. Ça va être engendré non plus maintenant par des réflexions, mais par des retournements. Voilà, retournements orthogonaux. Maintenant, voilà. Et ici, on efface. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un retournement? Ben, si vous avez compris une réflexion, c'est un retournement, c'est pareil, sauf que c'est dans SON. Donc, qu'est-ce que on veut? Donc, un retournement R, orthogonal. Ça veut dire qu'il existe une base, encore une fois, E égale E1, En, qui est une base orthonormée, telle que la matrice de R soit sous la forme, ben on veut maintenant que le déterminant soit 1, donc on ne peut pas avoir juste moins 1, mais au minimum, il en faut 2, si on veut pas que ce soit l'identité. Alors,
tout ça, il y a quand même une morale générale à ces choses-là. Je vous rappelle, SLN est engendré par des transvections, SON donc par des retournements, ON par des réflexions, SN par des transpositions, AN par des trois cycles. Et à chaque fois, comment on cherche un système de générateur? Ben, on essaie de chercher des éléments qui sont les plus petits possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire petit? Petit, ça veut dire le plus proche de l'identité possible, à condition qu'on soit dans le groupe. Par exemple, Z, il est engendré par 1 et moins 1. Bah oui, c'est le plus proche de 0, et 0, c'est l'identité du groupe Z, quoi, pour l'addition. Alors, ça, c'est très bon pour l'intuition. Je ne dis pas que c'est une science exacte, mais si on veut de l'engendrement, il faut prendre des petites choses. C'est les petites choses qui en font des grandes, hein, comme dans le Seigneur des Anneaux, si on pense au Hobbit. Donc, ici, on a des matrices de réflexion. On veut être le plus proche possible de l'identité, on veut que des 1, et on aura, sans être non plus l'identité, parce que l'identité, ça engendre rien, donc on va mettre un truc qui n'est pas 1 sur la diagonale, c'est forcément un moins 1 parce qu'on est dans O de N, et il faut en mettre 2, voilà, c'est au minimum. Donc, c'est pour ça qu'intuitivement, c'est bon à comprendre un petit peu l'intuition qui est derrière tout ça. Alors, allons-y maintenant, on va montrer. Donc, on prend sigma au F, allez, F dans S au N. Le déterminant de F est égal à 1 et F appartient à ON. Voilà, c'est la définition de SEN, ce qu'on appelle le groupe spécial orthogonal. Donc ici, on va avoir F qui va être engendré par, on sait que c'est une composition de réflexion orthogonale, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que ON il est engendré par les réflexions orthogonales. Et maintenant, on sait maintenant que comme le déterminant DSI est égal à moins 1, et bien det de F est égal à moins 1 puissance grand N. Mais comme c'est égal aussi à 1, ça veut dire que N est pair. Donc, on va avoir un nombre pair de réflexions normal. Il suffit de montrer quoi? Que à chaque fois qu'on a deux réflexions orthogonales, eh bien, c'est égal au produit de deux retournements orthogonaux. Voilà. Alors, effectivement, puisqu'il y en a un nombre pair, on les prend 2 par 2 et on aura f en fonction des retournements. Voilà. Alors, comment maintenant on va montrer cette assertion? Et on va donc partir de S et S' de réflexion orthogonale, d'accord? Et alors, il va y avoir un hyperplan. Alors, S va sur un hyperplan H, ça va être l'identité, ça c'est ce qu'on a vu, c'est la définition. Et sur H orthogonal, ça va être moins l'identité. Et pareil avec des primes, hein, pour S' et H'. Alors, on va prendre, ici, c'est un SH et un S' par rapport à un hyperplan H'. Hein. Alors, maintenant, on va poser F égale H inter H'. Si H égale H', alors S rond S', bah, c'est S rond S, hein, puisque une réflexion elle est entièrement déterminée par son hyperplan, donc c'est l'identité, donc elles sont égales. Bon, là c'est pas intéressant parce qu'on aurait l'identité, voilà. Donc, ok, ça c'est pas un problème. Maintenant, si H est différent de H', c'est le cas intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors on va dire que S indice, donc F d'abord, est de dimension. Alors c'est la formule de Grassmann, je ne sais pas si hein, tout le monde connaît, hein, la formule de Grassmann, qui va dire que la dimension de H
plus la dimension de H' est égale à la dimension de F, c'est-à-dire l'intersection, plus la dimension de la somme. Mais la somme, H plus H', bah, c'est strictement plus grand que H, et c'est inclus dans E, donc pour une question de dimension, c'est la dimension de E. Donc ça veut dire que ici on va avoir n-1, là c'est n-1, là c'est l'inconnu, là c'est n, et donc c'est que la dimension de f c'est n-2. Alors je vous fais remarquer que S rond S', ben, sur F, pardon, c'est l'identité de F. Ça, c'est évident, puisque ça va être l'identité sur S', puisque F est inclus dans H', et sur S aussi. Donc ici, c'est l'identité de F. Donc maintenant, on va rappeler le rappel 1, c'est que S rond S' va laisser invariant F orthogonal. Et F orthogonal qui est un plan, puisque c'est de dimension 2. On va donc maintenant déjà construire notre base. Alors on va orthonormer. On va prendre E1, En-2, une base orthonormée de F, donc je rappelle que c'est H inter H', et En-1, En, une base orthonormée de F orthogonale. Ce qui va faire que, globalement, la base des EI de 1 à N va être une base orthogonale de E. Voilà. Maintenant, on va construire nos réflexions R et R'. Alors, R, comment on va le construire? Ben, R sur cette base-là, d'accord, ça va être, on va dire R de E1, EI, ça va être EI pour I de 1 à N-3, R de En-2, d'accord, ça va être moins En-2, et maintenant qu'on l'a défini sur tout F, ben, il suffit de le définir sur F orthogonal, et ben R sur F orthogonal, ça va être simplement ce qu'on a appelé S, la réflexion de tout à l'heure, restreint à F orthogonal. Et idem pour R', je peux le faire peut-être avec des couleurs, là ici, R', ça va être bon, là on va avoir ça, et R', on va avoir égal à S'. Alors, d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on veut montrer, je vous rappelle qu'il faut montrer deux choses, c'est que R rond R' est égal à S rond S', voilà, donc ça c'est 1, et 2, que R et R' sont des réflexions, des retournements orthogonaux. Voilà. Alors 1, ben, on va le regarder sur F. Ben, sur F, on veut montrer que restreint à F, ça c'est bon. Ben oui, parce que ça c'était l'identité, puisque F c'est H inter H'. Et là c'est bon aussi, parce que R et R', ce n'est pas l'identité, mais par contre, il va y avoir ces moins 1 qui vont se compenser. Moins par moins, ça va faire plus. Et donc, on va avoir globalement l'identité. Donc ici, on va avoir l'identité sur F des deux côtés. Donc ici, voilà. Donc maintenant, sur F. Maintenant, sur F'. Sur F orthogonal. Pardon. Alors, sur F orthogonal, bah oui,
Forcément, bah oui, puisque R c'est S et R' c'est S. Donc là c'est trivial. Voilà. Donc on a bien l'égalité 1. Maintenant, 2, on veut montrer que ce sont des réflexions orthogonales. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que donc on a un espace de dimension. Donc déjà, oui, déjà c'est assez clair que c'est orthogonal, puisqu'ici on va avoir ça va être orthogonal sur lui et ça va être orthogonal sur lui. Donc ici c'est orthogonal globalement sur E. Donc R, je le fais juste pour R, hein, appartient au N. Ensuite, maintenant R', bah, on sait que ça c'est un plan. Et donc, si on doit regarder R, S, il suffit de regarder S sur un plan, ben, ça va rester d'une part orthogonal, c'est un endomorphisme orthogonal, pour la forme euclidienne du plan, bah puis puisque c'était un endomorphisme orthogonal au départ, donc quand on prend la restriction, ça va rester, les propriétés vont rester par hérédité en quelque sorte. Donc ça va être encore orthogonal. Maintenant, si on doit regarder le déterminant, ben, le déterminant de S, on sait que comme c'est une réflexion, c'est moins 1, et c'est aussi égal au déterminant de S sur F, fois le déterminant de S sur F orthogonal. Mais ça, S c'est l'identité, donc ça c'est 1, ce qui veut dire que S sur F orthogonal et de déterminant 1. Alors, sur les plans, on sait ce que c'est qu'un endomorphisme orthogonal de déterminant 1. C'est une réflexion, tout simplement, c'est une réflexion, c'est-à-dire qu'il va y avoir une matrice sur laquelle, une base dans laquelle la matrice de ça, c'est une base orthogonale, hein, orthonormée, vraiment on peut, tel qu'on a ça. Donc si on fait le bilan, on compile la base orthogonale ici, mais plus avec cette base-là, avec la base sur laquelle S, la base de F orthogonale sur laquelle S s'écrit comme ceci, et R, la matrice de R dans cette base compilée, ça va être 1, 1. Donc là, on est à n-3. Ici, à n-2, on a le moins 1 à cause d'ici. Et ensuite, on a 1, moins 1. On a une base orthonormée parce que les sous-espaces, ils sont orthogonaux. Voilà. Et bien, c'est terminé. C'est bien une réflexion. Et c'est fini. Bon, donc maintenant, on est parti sur un grand développement, hein, donc une belle randonnée mathématique, pour montrer que SO3 est simple. Donc ici, la simplicité, c'est quelque chose pour les groupes. Ça veut dire que si H est un sous-groupe distingué de SO3, d'accord, alors H est trivial. C'est-à-dire c'est SO3 ou juste l'identité. Bon, voilà, c'est la simplicité. C'est simple à utiliser. Attention, c'est généralement pas simple à démontrer. D'ailleurs, c'est toujours une dualité, que quelque chose qui est simple à utiliser est forcément simple parce qu'il est fort, parce qu'il est costaud, il est forcément difficile à montrer. Et inversement, si quelque chose est simple à montrer, après ça va être pas évident d'attaquer des gros problèmes avec. Donc faut faire attention. C'est comme pour les complexes. On dit que c'est des complexes, mais en fait c'est très très simple. Voilà. Non, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Et on va montrer ceci. Ça veut dire que comment on montre la simplicité, comment montrer la simplicité d'un groupe.
Donc ça c'est intéressant à savoir parce qu'il y a un autre groupe justement, j'avais fait tout à l'heure un lien avec un autre groupe, le groupe des SN, des permutations, ben, il a un sous-groupe AN qui est simple, presque toujours, sauf pour n égale 4, et on montre on montre la simplicité toujours de la même manière. On va prendre ici un petit h, par exemple, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle petit h, on verra, dans grand H, avec H distingué dans SO3, et on va supposer que H est différent de SO3, et qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que H égale forcément l'identité là-dedans. Voilà. Donc c'est tout simple. Et voilà. Maintenant, comment on va montrer ça pour... Donc ça, c'est la stratégie complètement générale pour montrer la simplicité. Maintenant, comment on va le montrer pour ça? Ben, on est dans un groupe de matrices. On va peut-être faire quelques petits rappels. Donc là, maintenant, on est rappel 3. Donc, si G est dans SO3, alors il existe une base orthonormée, E1, E2, E3, dans laquelle la matrice de G va s'écrire 1, 0, 0, 0, 0, et puis ici cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Voilà. Alors ça, on va en avoir besoin, donc c'est pas difficile à démontrer. D'abord, G, le spectre de G, forcément, c'est égal à... c'est inclus dans ce que je vais appeler U, les unités des complexes, c'est-à-dire les éléments de norme 1. Voilà. Et maintenant, le produit, d'accord, donc on va avoir lambda 1, donc ça, bon, je suppose que c'est quelque chose d'assez connu, hein, qui vient de la propriété. Alors ça, c'est vrai aussi pour O3 ou pour ON, hein, c'est très général, hein, ça c'est une propriété que je vais supposer connue. Et si je prends les trois valeurs propres avec multiplicité, parce que ça pourrait il pourrait y avoir des égalités, alors le produit, ben, on sait que c'est le déterminant, et le déterminant c'est 1 parce que c'est le groupe spécial ici. Donc maintenant, comme on est dans R, s'il y a une racine complexe, alors il y a aussi sa conjuguée. Mais alors s'il y a une racine complexe, par exemple, si lambda 2, par exemple, était, on va prendre lambda, allez, c'est compliqué, et n'est pas réel, alors il va y avoir aussi lambda 2 bar qui est dedans, et lambda 2 égale lambda 1 bar, pardon, lambda 1 bar va être racine du polynôme caractéristique qui est réel, ça on le sait, et donc on va avoir lambda 1 bar, lambda 3 égale 1, mais comme ça c'est de norme 1, ça veut dire que lambda 3 égale 1. Donc on est sûr, hein, qu'il va y avoir 1 comme valeur propre. Maintenant, si lambda 1, on peut, sinon, bon, on peut toujours supposer, si elles sont toutes réelles, donc si une n'est pas réelle, on peut supposer que c'est lambda 1, donc on a 1 qui est valeur propre, c'est ça qu'on veut, et si elles sont toutes réelles, alors, bah, comme elles sont de norme 1, elles valent lambda i égale plus ou moins 1, et comme le produit c'est 1, il ne peut pas y avoir que des moins 1. Donc il existe lambda, par exemple, on va pouvoir supposer que c'est lambda 1, qui est égal à 1.
Donc dans tous les cas, on a une valeur propre 1. Maintenant, je vais rappeler le rappel R1, c'est-à-dire que quand on a un espace stable, alors on a un orthogonal qui va être stable, mais ici, comme on est en dimension 3, on va avoir un plan stable, et on va avoir un déterminant qui est forcément égal à 1. Puisque globalement, le déterminant est égal à 1, on a pris ici une valeur propre 1, donc ici, par déterminant par bloc, on va avoir le déterminant ici qui sera égal à 1. Donc c'est une rotation, hein, ça a déjà été classifié, hein, on suppose que la partie n égale 2 a déjà été faite. Hein. Donc on a une rotation du plan. Et cette rotation du plan, on sait sous quelle forme elle peut se mettre dans une base orthonormée, ce qui donne ceci dont on va se servir souvent. Par exemple, on peut s'en servir pour dire une chose, assez intéressante, peut-être surprenante pour certains, c'est quelque chose d'ordre topologique, c'est que SO3 est connexe par arc. Effectivement, il suffit de connecter tout élément de SO3 à un seul élément, comme ça ils seront connectés tous entre eux. D'accord ? Et comme on va créer un arc, on va prendre G, on sait que on va prendre ici, on va prendre on se ramène à SO3 matriciellement, hein, donc on aura ici, quitte à prendre une matrice de passage, ceci, d'accord? Donc G va s'écrire sous cette forme-là, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, voilà, donc ça, puis ici c'est des zéros, P-1, donc on part d'une matrice, hein, on regarde les choses matriciellement, de SO3 la version matricielle, et maintenant il faut relier cet élément qui est un élément typique, donc P c'est une matrice de passage. Hein. Donc ici, cet élément typique qu'on va relier à l'identité, c'est pas difficile, il suffit ici de prendre T, T, T et T, avec T dans 0, 1. C'est très facile de voir qu'on crée un arc continu, et pour T égale 0, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir T égale 0, on va avoir l'identité. Et pour T égale 1, alors l'identité ici, hein, donc ça va faire P identité I3, P-1, mais ça c'est I3. Et pour T égale 1, on va avoir le G qu'on avait au départ, la version matricielle, hein, de SO3. Hein, j'ai regardé ça matriciellement. Voilà. Hein, donc c'est assez facile jusqu'à présent d'avoir la connexité par arc. On pouvait aussi obtenir de la même manière la connexité par arc à partir de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'engendrement par des retournements. C'est-à-dire, on prend des retournements, chaque retournement, il est, d'après la définition d'un retournement, il est engendré il est semblable à la matrice avec des 1 ici, que des 1 et moins 1, mais ça c'est cosinus pi moins 1 cosinus pi sinus pi sinus pi, d'accord? Et donc tout retournement peut être connecté à l'identité avec la même astuce en mettant un T ici, exactement la même astuce. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que, même mieux, hein, SON est connexe par arc. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, alors maintenant on va faire encore un autre rappel qui est un petit peu plus subtil. Bon, alors toutes ces choses, vous pouvez les trouver dans les carnets de voyage en algébrie, que j'ai aussi subtilement placé ici pour la publicité inconsciente. Ici, on n'a que le centre de
SO3, donc le centre d'un groupe, c'est l'ensemble des éléments qui commutent avec tous les autres, et c'est un sous-groupe, d'ailleurs un sous-groupe distingué. Et bien, le centre est trivial. Le centre de SO3, c'est l'identité. Comment on fait ça? On va prendre H0, un élément du centre de SO3, et on va prendre G dans SO3, de sorte à ce que H0G soit égal à GH0. Et lui, il est quelconque. Donc maintenant, on va le choisir, ce G. On va prendre une droite D, d'accord, et on va supposer, donc une droite D de l'espace, on est en dimension 3, une droite vectorielle, hein, évidemment, et on va pouvoir prendre G, une rotation, une vraie rotation, pas l'identité, hein, une vraie rotation de droite d'axe D. Si vous voulez dire autrement, c'est que D, ça va être l'espace propre, le sous-espace propre, pour la valeur propre 1 de G. Alors, ici, c'est la loi rond, si vous voulez, hein, on va mettre la loi rond. Alors, donc ça veut dire que, comme H commute avec G, ben, on sait que H stabilise les espaces propres de tous les endomorphismes avec lesquels il commute. Donc ça va faire que H0 de D est égal, bon, je devrais mettre inclus, mais je mets égal parce que je sais que H est inversible, H0 est inversible, à D. Donc maintenant, comme on a pris la droite quelconque, ici, cette droite elle est quelconque, ça veut dire que H0 laisse invariante toute droite. Ah. Alors maintenant, s'il laisse invariante toute droite, ça veut dire que on va prendre 3 droites qui engendrent, donc qui sont en somme directe, hein, d'accord? Donc on va prendre 3 droites D1 plus D2 plus D3 qui sont en somme directe dans R3. Et bien H va laisser fixe D1, va laisser fixe D2, va laisser fixe D3. Donc, comme ça laisse fixe globalement, bah, c'est que ça va agir comme un scalaire, parce que c'est des droites, c'est en dimension 1. Donc ça va agir comme un scalaire, qui sont des valeurs propres. Donc ici, il va y avoir une valeur propre, H0 va avoir une valeur propre lambda 1, ici lambda 2, lambda 3. Comme c'est des valeurs propres réelles, et ben forcément c'est plus ou moins 1, plus ou moins 1, plus ou moins 1. Ça ne peut pas être moins 1, moins 1, moins 1, parce que sinon le déterminant, ben, ce serait moins 1, alors que H0, il est le déterminant 1 par définition. Donc il y aura forcément un 1 quelque part. Et maintenant, je veux dire qu'il y a un 1 là et un 1 là, pour que H0, ce soit l'identité. On a évidemment une inclusion hein, dans ce sens-là, ça c'est évident, mais on veut l'inclusion inverse. Alors ici, imaginons par l'absurde qu'on ait moins 1 là, donc ici, par l'absurde, absurde ici, et qu'on ait ici 1 et moins 1, et bien, alors dans ce cas-là, si on avait moins 1, forcément, lui, ce serait moins 1 ici, puisque le déterminant. Alors maintenant, on va prendre un vecteur ici, V1, vecteur directeur de D1, V2, vecteur directeur de D2, ben, H0 de V1 plus V2 est égal à V1 moins V2. Donc la droite engendrée par V1 plus V2 et c'est non stable, pas stable, par H0.
Voilà, c'est pas stable par H0, bah oui, puisque ces vecteurs-là sont linéairement indépendants, hein, ça c'est clair, puisque V1 et V2 sont déjà au départ linéairement indépendants. Voilà, donc ça veut dire que ici on a 1, 1, 1, et donc ça veut dire que H0, donc le absurde, ça y est, hein, il a été... Ça y est, l'absurdité est prouvée, et donc H0 égale identité. Donc on va se servir de ce truc-là, hein, voilà, que le centre de SO3, c'est l'identité. Voilà, on va commencer à pouvoir attaquer vraiment la simplicité. Alors, la preuve de la simplicité, elle se fait dans un premier temps, on l'avait dit, hein, on va partir d'un H dans un sous-groupe ici, de SO3. On va supposer que H est différent de l'identité, et on va montrer que, alors bien sûr, hein, on peut prendre l'identité ou IN, je pense que là, vous avez compris que vous pouvez le voir matriciellement ou pas, c'est pareil. Alors ici, H est différent de l'identité, et on va montrer que, alors, H égale SO3. La stratégie, c'est si on montre que H, qu'il existe un retournement dans grand H, R est un retournement, vous avez compris, hein, alors, eh ben, il va contenir H contient tous les retournements Alors, pourquoi il contient tous les retournements? Parce qu'en fait, si on prend R, d'accord, on va prendre la matrice de R dans une base ici, d'accord, orthonormée. Donc ça va être une base orthonormée. Ici, ça va s'écrire comme ceci. Vous connaissez. Donc ça, c'est la définition du retournement. Maintenant, on prend un autre retournement quelconque. Et dans une autre base, ça va s'écrire aussi comme ça. D'accord? Donc maintenant, on peut... Donc ça, c'est une base orthonormée. Mais, quitte à échanger les deux derniers, ça ne va rien changer à la matrice, on peut supposer que c'est une base orthonormée directe. Vous voyez pourquoi je veux une base orthonormée directe? Parce que maintenant, ça veut dire qu'il va exister, d'accord, puisque c'est la même matrice, hein, dans des bases différentes, mais qui sont orthonormées directes, ça veut dire qu'il va, il va y avoir une matrice de passage pi qui va aller de la base orthonormée ici directe à celle-ci, donc ça va être dans SO3, d'accord, et tel que pi moins 1 R pi est égal à R'. D'accord? Voilà. Mais ça, comme R, ça c'est dans H, comme pi est là-dedans et que H est distingué dans SO3, bah ça va être encore dans H. Donc je suis parti d'un R' quelconque, qui était un retournement, et à partir du moment où il existe un retournement dans H, alors il va exister tous les retournements. Or, SO3 est engendré, on l'a vu tout à l'heure, par les retournements.
Donc, comme il y a tous les retournements dans H, ben, tout élément de SO3 va se décomposer en retournement, donc va se décomposer en élément de H, donc va être dans H. Donc on a bien SO3 qui va être inclus dans H, ce qui nous fait l'égalité voulue. Donc pour l'instant, on n'a pas encore montré, mais on a montré que si j'arrive à trouver un seul retournement, alors j'ai gagné dans H. C'est exactement la même chose avec la preuve de AN est simple pour n différent de 4, où il suffit de trouver en fait 3 cycles dans un sous-groupe distingué H pour avoir tous les sous-groupes distingués. Voilà, donc maintenant, voilà, on va faire une petite construction qui va nous permettre de voir que ce retournement, il existe. Et cette construction, ça va être une fonction continue qui va aller de SO3 dans R. Donc regardons cette fonction continue. On va prendre une fonction, on va l'appeler phi par exemple, d'accord. Alors on est parti d'un H dans grand H, d'accord, pour l'instant qui est non différent de l'identité, ça va être important. Et on va aller de SO3 pour l'instant dans R. Et à G, on va lui associer la trace de G, H, G-1, H-1. Bon, c'est des ronds ici, si on veut des endomorphismes, si on veut pas de matrice. Voilà. Alors, là, regardons, pensons-le matriciellement, comme ça c'est un petit peu plus simple à comprendre. Ici, on a une matrice, là on a une matrice, là on a l'inversion est continue, l'inversion est continue, je vous rappelle que ça peut se démontrer parce que l'inversion, c'est on divise par le déterminant, matriciellement, on divise par le déterminant et on prend la transposée de la comatrice. Donc on fait que des choses, le déterminant est non nul, si on divise par un nombre non nul, c'est toujours continu, le déterminant il est polynomial, donc il est continu. Donc tout ça, ce sont des actions continues, composées par H, voilà, c'est une multiplication, c'est carrément linéaire, voilà, et ici par H-1 aussi, H est inversible, bon. Alors donc tout ça, ça va être continu, prendre la trace, c'est linéaire, donc c'est encore quelque chose de continu. Donc phi est continu. Ici, on a mis sur l'espace des matrices, SO3, ça, comme d'habitude, une topologie qui ne dépend pas de la norme de l'espace vectoriel M3 de R. Voilà, donc ici on a phi qui est continu. Bon, maintenant, ça, comme G est dans SO3, H est dans SO3, ça, tout ça, c'est dans SO3. Donc la trace d'un élément, vous savez que la trace ne dépend pas de la base dans laquelle on choisit l'endomorphisme, et ça va être forcément donc la trace d'un truc qui va s'écrire dans une autre base, mais la trace va être invariante, comme ceci. On a cosinus θ, moins sinus θ, sinus plus, moins sinus θ, cosinus θ. Donc ici, ça va être de la forme 1 plus 2 cosinus θ pour un certain θ qui, bon, c'est pas grave, pour l'instant, on se fiche de θ. Mais ce qu'on sait, c'est que le cosinus, c'est compris entre moins 1 et 1, et donc ça, c'est inférieur à 3. Donc maintenant, on va rappeler que c'est inférieur à 3 et c'est supérieur à moins 1. Bon, ça on s'en fiche un petit peu. Alors ici, on se rappelle que SO3 est connexe par arc. Donc, entre autres, il est connexe, tout court. Maintenant, phi est continu. Donc, ça veut dire que phi, d'accord, hop, hop, donc phi de SO3, ça va être un connexe de R, c'est donc un intervalle. Et c'est même, alors c'est un intervalle qui va contenir
Alors pourquoi c'est un intervalle qui contient 3? Vous le voyez, parce que si vous prenez G égale l'identité, il faut toujours essayer de prendre G égale l'identité. Ici, on va avoir phi de l'identité. C'est la trace, comme l'identité, bah, ça commute. Ici, ça va faire l'identité. Identité, ça fait identité ici. Et ici, ça va faire 3. Hein, trace de l'identité. Et ça va être égal à 3. Bon, donc ça contient 3. Et maintenant, bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, ça veut dire que ça va être de la forme, donc ça va être de la forme A3. Alors, on n'est pas obligé, hein, mais on peut aussi avoir un argument de compacité. C'est pas obligé, hein, mais parce que sinon, on sait que c'est un connexe. Donc ici, on a aussi un compact. Parce que O3, on sait montrer qu'il est compact. Hein, il est borné. Vous voyez, tous les éléments de O3, d'une matrice de O3 sont plus petits que 1, donc ça va être borné. C'est fermé, parce qu'il est défini par MM transposé égale identité, donc par une application continue. Donc c'est un fermé borné dans un espace vectoriel de dimension finie sur R, c'est forcément un compact. Donc comme ici c'est un compact et que la phi est continue, on sait que ça va être un intervalle fermé. Mais ça n'aurait pas été un intervalle fermé, ça revenait au même. Le tout c'est que ce ne soit pas juste 3. Parce que quand je dis intervalle qui contient 3, il faut montrer que c'est différent. Donc phi de SO3, il faut montrer qu'il est différent de juste 3. Mais regardez, si on avait phi de SO3 égale à 3, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait? Ça voudrait dire que à chaque fois, on aurait 1 plus 2 cos θ égale 3, c'est-à-dire cos θ égale 1, c'est-à-dire θ égale 0 modulo 2π, c'est-à-dire que G rond H rond G-1 rond H-1 serait égal ici à identité. D'accord? Matriciellement, on voit que c'est l'identité. Alors, ici, ça veut dire que GH est égal à HG, mais tout ça, c'est, j'ai oublié de mettre un quantificateur, quel que soit G, puisque c'est l'image, quel que soit G dans SO3, parce que c'est l'image de SO3 qui serait uniquement concentrée en 3, donc c'est ça. Donc ça veut dire que H est dans le centre, donc ici quel que soit G, ça veut dire qu'on était parti d'un élément H, ben H est dans le centre de SO3, et donc H égale identité, ce qui est absurde parce qu'on avait pris H différent de l'identité pour montrer la simplicité de notre groupe H. Voilà. Donc pour l'instant, on a montré que l'image, c'est dans un intervalle qui contient 3, c'est un intervalle qui est ouvert ou fermé ou semi-ouvert ou quelque chose, mais en tout cas c'est un intervalle, c'est un connexe de R qui contient 3. Donc ça veut dire que s'il ne contient pas que 3, puisque c'est le cas, alors il va contenir tous les éléments entre 3, d'accord? Donc il contient ce que je dis il, c'est phi de SO3, contient tout x plus petit que 3 et supérieur à un certain A, où A est inférieur à 3. Hein. Voilà, on vient de montrer que quel que soit x, alors attention, dans un certain intervalle A3, alors il existe G dans SO3
tel que la trace de G rond H rond G-1 rond H-1 est égale à X. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, d'abord, je dis qu'il existe un N dans grand N, assez grand, pour que comment dire, 1 plus 2 cosinus pi sur n est strictement supérieur à A, donc ça est inférieur à 3. Alors le fait qu'il soit inférieur à 3, c'est vrai pour tout angle ici, hein, on l'a vu. Maintenant, comme n, pi sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et ben, par définition des limites, on peut toujours, à partir du moment où A est strictement plus petit que 3, se trouver dans quelque chose de plus confiné, hein, c'est le cas de le dire, entre A et 3. Voilà. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, maintenant, on va aller chercher le G. Donc, j'ai trouvé mon X, là, ici, et je vais avoir donc un G, soit G, tel que la trace de G, H, G-1, H-1 est égale à ce X là, donc 1 plus 2 cosinus pi sur Z, et G est dans SO3 évidemment. Alors maintenant, ça veut dire que ça, c'est de la forme 1, 0, 0, 0, 0, voilà, la matrice dans une base, etc., etc., cos θ, sin, moins sin, θ, d'accord? Alors ici, bah, ça veut dire que ici, ça va être cette trace, ça va être 1 plus 2 cosinus θ, donc forcément, θ, il va être égal au signe près. Hein. On sait que quand les cosinus sont égaux, ça veut dire que les angles ils sont égaux au signe près, et modulo de pi. Là, ici, donc ça veut dire que θ est égal à plus ou moins pi sur n modulo de pi. Et donc, g puissance n, quand on va faire g rond h rond, pardon, g-1 rond h-1, dont la matrice c'est ça avec θ égale plus ou moins pi, puissance n, et ben qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la même chose, ça va nous donner cosinus pi, donc ça va nous donner la matrice, ça va être 1, 0, 0, on va avoir pi, hein, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1. D'accord? Parce que vous savez que quand vous avez une rotation, ici le 1, c'est clair, quand on a une rotation d'angle θ, quand on la met à la puissance n, ça va être une rotation d'angle nθ, hein, ça on le sait, et donc c'est bien un retournement. Alors, comme h, attention, on regarde bien les hypothèses, comme h est distingué dans SO3, ben, ça veut dire que ce truc-là, G rond H rond G-1, ça c'est dans SO3. Maintenant, on compose par H-1, ben, ça va être encore dans SO3. Et ce truc-là, on a vu que c'était un retournement, puisqu'on avait pris une base orthonormée ici. Donc ça y est, on a trouvé notre retournement. Et je pense que c'est terminé.